Pascal Boutantin. Donc, vous êtes responsable des collections géologiques du Musée d'Histoire naturelle, de la Société d'Histoire naturelle. Pourriez-vous nous expliquer en quoi consiste cette magnifique collection de Georges Roch? Je vais vous raconter une histoire qui fait intervenir des bêtes préhistoriques, des mammouths, des rhinocéros, etc., qui font partie d'une collection, la collection Georges Roch. Cette collection a été amassée pendant 20 ans par une personne passionnée, Georges Roch, qui a passé une grande partie de son temps, pour ne pas dire tout son temps, à chercher dans une gravière, quelques gravières, mais principalement la gravière de Bischwiller, à 20 km au nord de Strasbourg. Cette gravière sert à l'exploitation des graviers cailloux en tout genre, et elle est à une dizaine de kilomètres du Rhin, du cours du Rhin. Et cette gravière a permis d'exhumer dans ces alluvions du Rhin de nombreux restes de squelettes d'espèces qui vivaient il y a quelques centaines de milliers d'années, et même davantage. Alors cette collection a été trouvée donc par Georges Roch. Georges Roch est passionné depuis sa plus tendre enfance, puisqu'il a vécu ses premières années en Ariège et a visité le Mas d'Asile, grotte internationalement connue, et qui lui a révélé l'archéologie grâce à son instituteur. Il s'est passionné, et ça n'a jamais cessé. Quand il est arrivé en Alsace, en 1967, il a rencontré Fritz Geisser, grand naturaliste alsacien, décédé en 1985, et aussi bien botaniste que paléontologue, etc., et qui a lui-même cherché des fossiles. Et justement, c'est grâce à Fritz Geisser que nous avons rencontré Georges Roch. En effet, à la suite de la mort de Fritz Geisser, sa famille, conformément à son vœu, nous a transmis la collection géologique. Comme il se doit, nous avons fait une exposition sur ce captivant personnage, avec des pièces tout à fait déjà remarquables, comme ce crâne de Mégacéros, alluvion du Rhin, sur les bords du Rhin, disons, et qui a vécu jusque vers 3000 ou 4000 ans avant Jésus-Christ. Deuxième, c'est une pièce tout à fait exceptionnelle, mandibule de lion de Hannoven. C'était en réalité une panthère qui vivait dans la région à cette époque-là. Nous faisons une exposition en mémoire de Fritz Geisser et de son don magnifique. Et j'ai eu la surprise de rencontrer pour la première fois Georges Roch, très intéressé bien évidemment, et qui était bardé de classeurs avec des photos et qui me propose de donner une riche collection, sa collection, au Musée d'Histoire naturelle. Ce don, tout simplement parce qu'il a une très belle collection, et ensuite parce qu'il est un peu blasé par le peu d'intérêt qu'il a su éveiller dans le domaine archéologique ou dans le domaine scientifique du Bas-Rhin. Et donc, voyant ce que nous avons fait avec la collection Geisser, il propose de nous donner sa collection. Problème, sa collection, il l'a envoyée à Arras pour étude, puisque dans le Bas-Rhin, personne ne s'en intéressait. Et donc, il a fallu négocier pour venir à nos frais cette collection. C'est une collection importante, 4020 pièces de squelettes d'animaux très variés, principalement des restes de mammouths. Il a fallu d'abord trier tout ça, mais nous avons eu une chance exceptionnelle, c'est que pendant son séjour à Arras, une dizaine d'années,
Toutes les pièces ont été déterminées par un professeur de l'université de Lille et deux de ses étudiants qui ont fait des thèses sur cette période du fin tertiaire, début quaternaire. Donc nous avons récupéré des pièces qui étaient déjà parfaitement identifiées, ce qui nous aurait pris des années et des années et pas forcément avec des compétences suffisantes pour entrer dans les détails. On a fait une belle exposition présentant tous les aspects de cette riche collection. Montrer la qualité des ossements ramassés et aussi la très grande diversité. Il y a des os de pattes de mammouth, il y a des dents de mammouth, il y a des bois de cervidés, il y a des côtes d'animaux variés, il y a des défenses et ne représente qu'une petite partie de la collection. Dans cette grande collection d'ailleurs, toutes les pièces ne se valent pas et nous avons sélectionné surtout des pièces les plus intéressantes et surtout les plus significatives. J'ai choisi de présenter la biodiversité en deux grands compartiments, suivant le mode d'alimentation, les carnivores et les herbivores. Quand on analyse la collection, on se rend compte que les carnivores sont très peu abondants. Et que donc ce sont les herbivores qui vont jouer les vedettes. Mais cela s'explique parce que ces animaux, on les trouve dans les alluvions du Rhin. Donc ça veut dire que le Rhin, la vallée du Rhin, a été sensible aux glaciations qui régnaient sur les Alpes. Aux périodes les plus froides, le glacier alpin descendait jusqu'à Bâle. Pendant les périodes plus chaudes, il remontait vers le Gothard. Et à partir de Bâle, quand il y avait fonte, le transport était très important. Mais autour, comme dans tous les fleuves, vous avez le lit principal, le lit d'étiage, c'est-à-dire le lit le plus bas, et vous avez au contraire les grandes crues qui envahissent un domaine beaucoup plus large et qui, pendant les belles périodes, se couvrent d'une végétation abondante. Les herbivores vivaient dans ce lit élargi. De l'exposition, c'était effectivement de présenter la grande diversité de cette époque. On parle aujourd'hui beaucoup de biodiversité, mais à ces époques, je dis ces époques parce qu'en fait, il y a eu plusieurs périodes qui contrastaient les unes avec les autres. Des périodes très froides, alternant avec des périodes relativement confortables. Et il est évident que dans ces conditions, la faune, puisqu'on ne s'intéresse ici qu'à la faune, varie évidemment. Donc on a comme ça une succession de phases que les scientifiques appellent des phases glaciaires, intercoupées par des phases interglaciaires. On parle déjà de réchauffement climatique. Il y a 110 000 ans, il faisait plus chaud qu'aujourd'hui. C'était une période qui a précédé la dernière glaciation qu'on appelle la glaciation de Würm, qui s'est terminée environ vers 10 000 ans. 10 000 ans est une période très importante par ce changement, je dirais presque définitif, mais jamais rien n'est définitif. Et c'est la période aussi, du point de vue de l'humanité, où l'homme va s'installer et se mettre à cultiver et à dresser les animaux. Donc parmi les carnivores, on a cité déjà le lion, il y avait également l'ours, il y avait le renard polaire, celui qui vit uniquement dans les périodes, dans les espaces sibériens et très froids, et donc il constituait les principaux prédateurs du milieu. Chez les herbivores, une plus grande diversité, mais avec une grande dominance, comme j'ai dit, des ossements de mammouth. Ceux-ci étaient lourds et donc tombaient plus vite dans le lit du fleuve, ou plus exactement sur les bordures. Dans le lit même, c'est surtout le transport qui prédomine,
Et donc, dans ces conditions, on va trouver très peu de choses. Par contre, les courants vont les entraîner sur les bords, et là, on a une prolifération. Alors, parmi ce monde herbivore, j'ai signalé les grands proboscidiens, les éléphants, et contrairement à ce que s'imaginent beaucoup de gens, il n'y a pas que le mammouth laineux. On en constate que ces glaciations, qui ont commencé vers 2,3 millions d'années, vont voir plusieurs espèces de mammouths, exactement 3 ou 4 suivant les subdivisions que l'on fait, de périodes froides, plus une de période plus chaude. Voilà. Donc ce n'est pas un mammouth, mais au moins 3 ou 4 que nous avons connus dans la région. Et ces mammouths sont des animaux remarquablement adaptés à la vie en milieu froid. Ils ont une couche de graisse importante qui les isole. Ils ont une toison abondante également. Ils ont des dispositifs qui les protègent contre le gel. En particulier, au niveau de l'anus, il y a une petite valve qui se ferme pour éviter que le gel n'envahisse le tube digestif. Voilà, des petites particularités qui montrent que ce sont des animaux qui sont particulièrement bien adaptés. Alors, c'est intéressant parce que les mammouths ont totalement disparu à la surface de la planète, et ces mammouths font l'objet de discussions âpres entre les scientifiques de savoir si, oui ou non, l'homme est responsable de cette disparition par la chasse. Alors, c'est très difficile à dire, d'autant plus que on constate que ce sont quand même des animaux qui atteignent plusieurs tonnes. Le mammouth laineux, que tout le monde connaît, pourquoi le connaît-on? Parce que tout simplement, on l'a trouvé entier, congelé dans les glaces de Sibérie. Et donc, c'est celui qu'on connaît le mieux. Il atteignait une taille de 3,50 m, à peu près 3-4 tonnes, et il a été précédé par d'autres espèces, et en particulier le mammouth des steppes, Crocodéléi, qui lui était encore plus grand. Il faisait 4,50 m au garrot et avait des défenses qui pouvaient atteindre 5 mètres de long. Alors le mammouth est connu, le mammouth laineux en particulier, par cette bosse qu'il a sur le dos. Alors cette bosse, elle est liée à des vertèbres, portent des apophyses sur lesquelles se fixent les muscles. Les muscles qui soutiennent la tête doivent être très puissants, puisque la tête porte la trompe, une centaine de kilos, et porte 2 défenses, les incisives du haut, qui eux-mêmes peuvent atteindre 2 mètres chez le mammouth laineux, 5 mètres chez le mammouth des steppes. Donc qui peuvent atteindre jusqu'à 150 kg chacune, minimum. Donc si vous faites le compte, vous arrivez à 150 et 150 plus 100. Voilà, 400 kg, et donc il faut des apophyses très fortes pour soutenir l'ensemble. Différentes variétés de mammouths, des espèces de mammouths, on connaît mal les relations d'ailleurs avec les éléphants actuels, dont il reste 2 espèces, l'africain et l'asiatique. Ces animaux se différencient essentiellement, je l'ai dit, par la taille, mais surtout par un des éléments qu'on trouve le plus fréquemment, c'est-à-dire les dents, et particulièrement les molaires. Alors les molaires, de mammouth laineux, ont une taille que vous appréciez, celle-ci pèse 3,8 kg, et on comprend que dans la bouche de l'animal, il n'y a pas la place pour un nombre important de dents. Alors, c'est une particularité des éléphants au sens large, c'est que vous avez une alimentation à partir de végétaux,
et de végétaux généralement assez rudes. Donc il faut de bonnes dents, surtout pendant les périodes très froides, des dents abrasives. Et vous voyez ici, outre la taille, vous voyez comment est constituée cette dent. Cette dent est formée par des crêtes d'émail très dur qui entoure l'ivoire. Et la particularité, c'est que contrairement aux autres mammifères, la mâchoire ne se déplace pas de bas en haut, mais elle se déplace d'avant en arrière. Et que vous avez deux dents de ce type-là, légèrement différentes, qui vont user en quelque sorte les aliments. Cette collection a le grand avantage, j'ai parlé tout à l'heure des différentes variétés, c'est que nous avons les différentes variétés qui sont connues pendant cette période de la fin du tertiaire et du quaternaire. Donc l'éléphant méridional, plutôt en période pas très froide, l'éléphant des steppes dont j'ai déjà parlé, l'éléphant intermédiaire qui, comme son nom l'indique, est intermédiaire entre les steppes et le mammouth laineux, et donc que tout le monde ne reconnaît pas, et puis enfin le mammouth laineux, qui est le dernier, donc le plus abondant, de loin le plus abondant dans cette collection. Nous avons non seulement les échantillons, alors les dents de mammouth se différencient les unes des autres par le nombre de crêtes sur une longueur donnée. Je ne veux pas insister, mais ça veut dire qu'il y a des moyens de les reconnaître. La vie du mammouth, comparée avec les éléphants, on pense que le mammouth vivait 60 ans. Au cours de ces 60 ans, il va avoir une succession, au début de dents de lait, qui vont tomber, être remplacées par une deuxième génération, une troisième génération, une deuxième génération, et ensuite on va avoir les molaires. Alors il y a 3 molaires qui vont se succéder. Il y a un véritable tapis roulant. Quand la molaire est trop usée, elle est poussée par la deuxième, qui à son tour va la remplacer, occuper tout l'espace, et puis il y aura la troisième dent. En général, donc, il y a au maximum 2 molaires par demi-mâchoire, en haut et en bas. Mais à la fin de la vie, il n'y a plus qu'une seule molaire, la M3, et celle-ci va s'user. Quand l'usure est suffisamment avancée, l'animal va mourir. Et celle-ci, elle est à quel stade? Celle-ci, elle est encore à un bon stade. On voit qu'il y a encore pas mal de crêtes qui vont avoir la possibilité de s'user. Au fur et à mesure que l'usure augmente, l'épaisseur de la dent va se réduire. Les cousins des éléphants qui avaient des défenses en haut et en bas. Ici, nous n'en avons qu'en haut, et donc ces défenses sont des ornements liés à la vie de l'animal, en particulier à la sexualité. Les défenses sont plus importantes chez les mâles que chez les femelles. La constitution de la patte du mammouth laineux, puis la patte humaine. On voit bien la différence de proportion, mais bien sûr, vous avez une conformité, une homologie des différents os. Vous reconnaissez exactement les mêmes os dans les deux situations. Nous avons un bassin. Oui, c'est les bassins, c'est-à-dire ceux qui soutiennent les fémurs. Le groupe des rhinocéros. Même histoire, on a une succession de rhinocéros au cours du temps en fonction des périodes chaudes ou froides. Vous voyez donc un point très important, une biodiversité, mais une biodiversité qui suit aussi les adaptations et en particulier aux aléas climatiques. Justement, Georges Roch a extrait de cette gravière les restes parfaitement conservés d'un de ces rhinocéros laineux, en particulier la tête est impressionnante avec ses différentes molaires, car là aussi ce sont surtout des molaires.
molaires, c'est un herbivore. Et donc, cet animal a été trouvé, les os étaient en relation, et donc c'est la drague qui a certainement fragmenté l'animal. D'après Georges Roch, devait être complet dans les alluvions, et la drague, en le saisissant, a fracturé, et il a récupéré la tête, des vertèbres, et puis des membres quasiment complets, qui permettent de redessiner les contours de cet animal. Donc des cornes, on n'en a plus retrouvé, là, du tout. Nous, dans la collection, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Non, parce que comme ce sont des poils qui sont agglomérés, ils se conservent relativement mal. Enfin, je signalerai que dans les dernières phases glaciaires, en particulier la dernière qu'on appelle le Wurm ou le Weichselien, va être une période où l'homme va occuper nos régions, pas encore partout, mais il va en particulier aller dessiner dans les grottes, et dans ces dessins, ils sont essentiellement des animaux qu'il voit et qu'il a représentés après les avoir vus. Généralement, ce n'est pas croqué sur le vif, mais d'un réalisme très important, et qui ont permis de décrire avec plus de précision, par exemple le pelage des mammouths, par exemple la couleur du pelage des rhinocéros. Et ce n'était pas des fantaisies, puisque les animaux rhinocéros et mammouths trouvés congelés en Sibérie ont confirmé les dessins de nos ancêtres. Oui, donc on va parler d'une autre pièce maîtresse, les bois de Mégacéros. Oui, alors donc à côté des rhinocéros, à côté des mammouths, nous avons un groupe très bien représenté, et ce sont le groupe des cervidés. Surtout marqué par une espèce à la taille gigantesque qui est le méga, comme son nom l'indique, céros, qui peut, comme vous le voyez ici, c'est une recomposition, les deux bois sont en fait du même côté. Donc l'animal présentait des bois aplatis, un peu comme les daims actuellement, et une taille colossale qui servait, comme chez les cervidés actuels des bois, à se battre entre eux. C'est quelle amplitude, à peu près? Ben là, il pouvait atteindre 3 mètres d'amplitude. 3 mètres. Alors vous voyez que cet animal vivait dans des milieux qui étaient peu boisés. Le bois mâle circulait dans une forêt, et c'était surtout un habitant plutôt des tourbières. Et comme je l'ai dit, les derniers ont vécu, on en a trouvé en Irlande vers 4000 ans encore, c'est-à-dire bien après les glaciations. Vous avez également le renne. Le renne est intéressant parce que lui, il ne vit plus actuellement que dans les régions les plus nordiques, en particulier du Canada, et donc c'est un animal qui signe le climat froid. On a l'impression, dans cette collection, qu'il n'y a que de gros animaux. Oui, le procédé de trouvaille fait que les petits restes ont disparu, mais on peut bien penser que les petits mammifères étaient beaucoup plus abondants que ce que l'on peut croire actuellement. Il y avait des souris, il y avait des tas de petits... Canidés. Des canidés, les pourridés, les lièvres, etc., devaient pulluler également. La fossilisation est un phénomène exceptionnel. Le nombre de pièces trouvées par Georges Roch donne une idée quand même de l'amplitude de cette végétation. Donc, pour conclure, cette collection est riche,
plus par la qualité que par le nombre de pièces. Il n'y a pas tout à fait la moitié des pièces qui sont véritablement dignes d'intérêt, et elles montrent la très grande richesse et la très grande diversité du monde vivant et sa capacité à s'adapter à des situations climatiques extrêmement diversifiées. On peut bien penser que c'est en Alsace qu'on a trouvé toute cette richesse. Au début, nous avons parlé du peu d'intérêt que les scientifiques et les archéologues locaux ont manifesté pour cette collection. Les archéologues sont surtout intéressés par l'étude des restes humains. Donc, à preuve du contraire, il n'y a pas eu de trouvailles de restes humains dans la carrière de Hannofen. Georges Roch n'est pas tout à fait d'accord. Il pensait avoir trouvé un galet qui pourrait être d'origine humaine. Nous ne l'avons pas retrouvé dans la collection quand elle est rentrée d'Arras. Donc on ne peut pas conclure. Et donc les archéologues ont dit non, la collection n'est pas intéressante. Ce n'est pas leur problème de la richesse paléontologique. Et les scientifiques ont montré un intérêt limité à Strasbourg parce que, premièrement, la paléontologie est pratiquement plus enseignée, les collections sont stockées dans un espace en dehors de la ville, et en plus, ces échantillons ont l'inconvénient d'être issus d'une gravière, donc ne donnent pas de renseignements, ça c'est le gros inconvénient qu'on souligne, ne donnent pas une précision stratigraphique. Donc ils ne sont pas en place, tout est mélangé. Et on peut bien comprendre que le lit du Rhin, c'est un lit agité, et qu'à certains moments, il reprend des alluvions anciennes et va tout brasser. Par contre, les géologues alsaciens peuvent quand même faire des comparaisons, puisque on a eu la chance d'avoir un site de Löss à Renheim-Ongenbitten, dans lequel justement les objets étaient stratifiés dans les alluvions. Et donc là, on pouvait établir des âges. Mais les faunes, les deux gisements sont à quelques dizaines de kilomètres, et les faunes sont exactement les mêmes. Donc les renseignements trouvés à Renheim peuvent s'appliquer sur la carrière de Bigelet. Intéressant, c'est le site de Vöcklingshofen, où nous avons une riche collection ici, qui présente du mammouth, de l'ours, etc., et qui est situé en bordure des collines sauvagiennes, où nous avons déjà une très grande diversité. Le site de Vöcklingshofen est d'ailleurs le premier où en France on a défini une faune wurmienne pendant la période d'occupation allemande, et on y voit, ce qui est très intéressant, c'est qu'on est déjà beaucoup plus haut que le bord du Rhin, et nous avons une faune qui est composite entre les plaines et les collines. On y trouve du chamois, on y trouve de la marmotte, mais on y trouve aussi une hyène, magnifique mandibule, et on y trouve différents autres animaux, des cervidés, etc. Ça n'a pas vraiment à voir. Des années, nous passons notre temps à inventorier, nettoyer, étiqueter tous ces fossiles. Il y a plus de 10 000 fossiles dans ces collections. Nous avons également de belles collections minéralogiques et de belles collections pétrographiques. Donc la cave est un œuf carrément plein où il est impossible de faire venir plus de 2 personnes à la fois. Donc on travaille dans des conditions assez difficiles,
déjà le milieu est un peu glauque, et les adeptes des ateliers de géologie qui assistent à des animations le lundi en fin de journée peuvent participer et apprécient beaucoup de manipuler des objets géologiques. Alors, vous avez un petit aperçu. D'abord, vous voyez toutes ces caisses. Il y en a qui ont été utilisées ailleurs et sont remplies d'échantillons de la collection Georges Roch. Ceux qui sont dans les rayonnages sont classés par espèce. Nous avons ici les molaires des différents mammouths, puis les os des mammouths, et ici vous avez les autres espèces. Parmi la collection Roch, vous êtes impressionné par les 648 molaires que nous présentons. Tout le rayonnage. Parmi ces molaires, nous en avons qui sont encore en place dans les mandibules. Voilà une mandibule, je ne peux pas la sortir, elle est trop lourde. Hein, une mandibule, voilà, je peux vous tirer le tiroir. Vous voyez une dent coincée dans sa mandibule. Une dent. Molaire. C'est aussi une molaire, alors. Un mammouth. Oui. C'est du mammouth laineux. Laineux. Très belle Voilà. dent. Nous avons la même chose ici. Avec voilà, les fameuses crêtes qu'on voit bien là. Oui, là, ça serait mieux de pouvoir la sortir. Alors voilà une autre mandibule. Si, allez-y, essayez. Voilà, une mandibule d'un très jeune éléphant. Avec l'emplacement ici des molaires. De lait. Des dents de lait. Voilà. Hein, d'où le titre que j'avais donné. Oui, donc c'est molaire très fragile. Oui, et correspondant à différents âges. Ouais. On doit pouvoir trouver. Donc je sais que Georges Roch m'avait dit que donc avec Gaïsset, enfin il mettait de la colle autour. Oui, c'est ce qu'on a déjà essayé de faire et qu'on doit refaire de temps en temps. Parce que ça, elles étaient déjà très abîmées, mais bon. Oui.